Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci d'avoir bravé les intempéries, les problèmes de RER A, RER B, RER C, RER D. Je crois qu'il y a le E aussi. Donc bonjour à toutes et à tous. Tu couperas ça au replay. Hein. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette édition 2024 de l'Université du Lab Recherche Environnement. Alors l'année dernière, ici même, chez Léonard, nous avons organisé une université spéciale, celle du renouvellement. À cette occasion, nous vous avions partagé notre nouvelle feuille de route de recherche. Nous avions partagé également la feuille de route du passé, mais surtout celle de la période actuelle, notre période 2024-2028, donc les travaux de la quatrième séquence du Lab Recherche Environnement. Cette année, nous reprenons notre habitude avec une université thématique, la thématique étant écrite derrière moi, associée atténuation et adaptation au changement climatique, avec en filigrane dans toutes les présentations un enjeu de santé, donc l'enjeu de santé qu'on retrouve et qu'on va retrouver dans les différentes présentations aujourd'hui. Alors ce choix, ça nous permet d'apporter notre pierre à l'édifice des différentes réflexions du groupe Vinci sur la question de l'adaptation, qu'on a retrouvé cette année par exemple à l'occasion du festival Building Beyond ici même chez Léonard, qu'on a retrouvé dans des récents colloques de la Fabrique de la Cité, ou encore les travaux du groupe Prospectif sur l'adaptation, qui sont pilotés par Isabelle Spiegel, ici présente, donc je remercie pour sa présence. Aujourd'hui, au cours de cette conférence, on est très heureux pour plusieurs raisons. D'abord, on va toujours et encore continuer à vous sensibiliser à l'approche d'éco-conception. L'éco-conception, c'est améliorer la performance environnementale des projets tout en garantissant leur qualité d'usage. Et c'est là que la santé intervient comme ligne rouge dans cette université. L'éco-conception, c'est une démarche que le Lab applique depuis plus de 15 ans, en s'appuyant notamment sur des outils comme l'analyse de cycle de vie, qui évolue dans notre nouvelle feuille de route vers l'intégration des limites planétaires. Donc pour nous, c'est surtout et encore traiter conjointement différents sujets, donc comme on le fait aujourd'hui en parlant d'atténuation et d'adaptation. Et puis ensuite, c'est aussi vous associer, vous qui êtes présents aujourd'hui, à cette convergence qu'on constate entre la recherche et l'opérationnel. Cette convergence, elle est essentielle pour deux raisons. Elle est essentielle pour les entreprises parce qu'elle permet d'anticiper les grandes tendances, de mieux se préparer aux évolutions à venir, aux évolutions du secteur. Elle est aussi essentielle pour les chercheurs parce qu'elle permet de s'appuyer sur les projets réels, les projets concrets de bâtiments, d'infrastructures du groupe, donc d'ancrer un peu plus les travaux de recherche dans le réel. Donc ce lien entre recherche et opérationnel, c'est vraiment le sel, comme le disait il y a quelques années Jean-Roger Estrade, le sel de nos travaux. Et ce lien, il se traduit de manière exemplaire alors par les recherches sur la mobilité durable qui sont menées par l'École des Ponts, qui seront présentées en fin de matinée, et par les recherches qui sont menées conjointement entre l'École des Mines et AgroParisTech sur la nature en ville, le confort, la santé dans les bâtiments. Et donc ces travaux vous seront aussi présentés, donc qui ont permis de favoriser l'émergence de solutions autour de la nature en ville. Alors on cite souvent dans le groupe Urbalia, on cite souvent Revilo, qui a notamment gagné le Grand Prix de l'environnement Vinci la semaine dernière. Et on va le voir, ça peut même participer à rapprocher les métiers du groupe, comme la construction et l'énergie. Donc, on va voir qu'autour de la même thématique, on va avoir des présentations à la fois de Vinci Énergie et de Vinci Construction. Et enfin, pour illustrer cette convergence entre recherche et opérationnel, nous sommes très heureux d'accueillir également des grands témoins issus de ces deux mondes. Xavier Huillard, qui est le président directeur général de Vinci et qui nous fera l'honneur de la conclusion. Rémi Slama, qui est directeur de recherche à l'INSERM et professeur à l'ENS, épidémiologiste environnemental et spécialiste des questions de climat et santé, qui nous fera également une intervention lors de cette journée. Et bien sûr, pour l'introduction, nous avons le privilège d'accueillir Valérie Masson-Delmotte. Donc en résumé, nous avons ici un écosystème de recherche en réseau, mobilisé autour de la transformation des villes, et donc également des métiers de Vinci. Je ne vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole à donc Valérie Masson-Delmotte pour la vraie introduction de cette université. Alors c'est difficile de vous présenter, Valérie, parce que il y a beaucoup d'angles d'attaque quand on parcourt votre CV. Moi, j'ai vu qu'en 2022, vous faisiez partie des 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine Time. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on écrit sur son CV, mais en tout cas,
c'est pas mal. Et vous êtes directrice de recherche au CEA, donc le CEA avec qui Vinci Construction a un partenariat maintenant qu'on pourrait qualifier d'historique. Et vous avez été coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC jusqu'en 2023, donc entre 2015 et 2023. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'on vous donne la parole également au titre de votre implication dans le comité consultatif national d'éthique sur les questions climat et santé. Donc merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Oui, bonjour. Et donc pour cette introduction, je vais bien sûr m'appuyer sur l'état des connaissances issues des sciences du climat dans le monde, avec cette figure du dernier rapport de synthèse du GIEC, qu'on a essayé d'humaniser en mettant des personnes nées à des moments différents. On pourrait aussi mettre des bâtiments construits à des moments différents et qui soulignent en fait le réchauffement observé à ce jour au niveau planétaire. Une année, une barre du bleu au rouge quand cela se réchauffe, les évolutions futures projetées en fonction des émissions de gaz à effet de serre à venir et qui montrent que le niveau de réchauffement futur va dépendre des choix qui sont faits en termes d'émissions de gaz à effet de serre et ont des implications de gestion de risque, d'adaptation qui augmentent à mesure du réchauffement à venir et sont inévitables. Alors, dans le monde, on a des émissions de gaz à effet de serre qui baissent en France comme dans 22 pays, mais elles continuent à augmenter. Et le point intéressant, c'est que les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre, élevées ou très élevées, sont maintenant beaucoup moins plausibles. La trajectoire qui ressemble le plus à l'extrapolation des politiques publiques déjà mises en œuvre, c'est un scénario intermédiaire. Et on a des leviers d'action pour réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre qui pourraient permettre d'aller en dessous de ce scénario intermédiaire d'émissions. Alors, premier focus sur une réactualisation de l'état des connaissances, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis la révolution industrielle. Donc, le gros morceau en violet, ce sont les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, donc pétrole, charbon et gaz naturel fossile. Ensuite, on a en vert la partie CO2 liée au changement d'affectation des terres, notamment l'effet net de la déforestation. Ensuite, le deuxième gros facteur du réchauffement à ce jour, ce sont les émissions de méthane, donc gaz à effet de serre à courte durée de vie, puissant, qui a un effet également sur la qualité de l'air par la chimie atmosphérique, favorisant en fait la formation d'ozone en surface. Donc ça, c'est les deux points importants à retenir. Donc sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est dû à 70% aux énergies fossiles, qui jouent aussi sur les fuites de méthane. Si on regarde les toutes dernières années, donc vous avez un ralentissement des émissions de CO2 liées à la déforestation dans le monde. Et pour la partie CO2 liée aux énergies fossiles, elle continue à augmenter, mais plus lentement que sur la décennie précédente. Et notamment donc avec des progrès d'efficacité et des évolutions de mix électrique favorisant de l'électricité bas carbone. Ça, c'est les deux facteurs qui contribuent à ce ralentissement. Alors, si l'on regarde ce que devient le CO2 qu'on met dans l'atmosphère, on en met dans le monde 40 milliards de tonnes chaque année. On a seulement à peu près la moitié qui reste dans l'atmosphère, l'autre moitié qui est reprise par la réponse naturelle de la végétation et de l'océan. Donc c'est un service formidable en fait que nous rendent l'océan, la végétation et les sols en captant chaque année à peu près la moitié de nos émissions. Néanmoins, la partie qui s'accumule dans l'atmosphère, une fois qu'elle y est, elle va y rester très longtemps, 15 à 40% pendant plus de 1000 ans. Donc c'est aussi un déchet à longue durée de vie de ce point de vue-là. Alors, les choses récentes, c'est le fait que plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus on dope la photosynthèse, plus on en a qui rentrent dans le puits de carbone terrestre. Mais un climat qui se réchauffe, et notamment plus chaud et plus sec, en fait, il sape l'efficacité de ce puits de carbone. On estime que l'effet du climat, c'est une perte d'à peu près 27% déjà, en fait, de l'efficacité de ce puits terrestre, mais qui continue à augmenter avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais moins vite. Et de la même manière, le puits océanique stagne depuis après 2016, et on estime que l'effet climat a conduit à perdre à peu près 6% d'efficacité de ce puits océanique.
Alors, deuxième volet, deuxième volet, pourquoi est-ce qu'on parle de décennie critique ? Donc, sur la base des politiques publiques actuelles et de ce rythme d'action dans le monde, on estime attendre à horizon 2030 une légère hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si les engagements dans le cadre de l'accord de Paris, le Green Deal européen et tous les autres sont tenus, alors on pourrait avoir un pic et une baisse. Donc, le pic est déjà passé en Europe, il est passé depuis 2005 aux États-Unis, il est en ce moment, cette année ou l'année prochaine en Chine. Donc le fait de respecter les engagements internationaux pourrait permettre de matérialiser cette inflexion. Et si les engagements de la COP28, tripler le rythme de déploiement des renouvelables, doubler les gains d'efficacité énergétique sont tenus, à eux seuls, ça permettrait d'abattre à peu près 10% des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles dans le monde. Voilà à peu près où nous en sommes. Alors, en ce qui concerne l'évolution du climat planétaire, on a différents indicateurs. Donc, ce qui se passe, c'est par l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre, on a un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre et une accumulation de chaleur. Le plus gros de la chaleur va dans l'océan, 90%. Une partie fait fondre tout ce qui est enneigé et englacé, recul des glaciers, du manteau neigeux et le reste. Et une partie, en fait assez faible, c'est le réchauffement des sols et de l'atmosphère. Donc là, c'est l'indicateur réchauffement de surface que je vous montrais tout à l'heure avec le code barre, version série scientifique. Donc vous voyez ce réchauffement qui se poursuit depuis les années 60 à un rythme élevé. Le rythme sur la dernière décennie a été encore plus élevé qu'auparavant. Pourquoi ? Donc deux facteurs qui jouent. La partie effet réchauffant des gaz à effet de serre qui continue à augmenter. Et puis, c'est en partie masqué en bleu par l'effet refroidissant parasol des particules de pollution. En Europe, en Chine, en Amérique du Nord, on a fait des progrès pour émettre moins de particules de pollution, pour améliorer la qualité de l'air. On perd un peu cet effet de masque. Les deux facteurs jouent maintenant dans le même sens vers un réchauffement. Donc, les points importants à retenir. Sur la dernière décennie, on en est à 1,2 degré de réchauffement observé, en moyenne sur 10 ans. La partie attribuable à l'influence humaine, elle est égale au réchauffement observé, plus pour la partie gaz à effet de serre, en partie masquée par cet effet parasol que je décrivais. Sur l'année 2023-2024, on a en plus un événement El Niño, donc c'est un événement naturel lié aux interactions océan-atmosphère dans les tropiques, qui conduit à avoir un réchauffement plus marqué à la surface. Donc là, c'est la variabilité naturelle qui module la tendance due aux activités humaines, qui joue dans le même sens. Et du coup, on a des records de température, comme vous voyez, 2023-2024. Et pour la première fois au niveau planétaire, cette année, on dépasse 1,5 degré de réchauffement. Ça ne veut pas dire que ce niveau de réchauffement planétaire est atteint. Ça va se représenter de plus en plus souvent. Et quand ce sera une année sur deux, on estimera que ce niveau de réchauffement planétaire sera atteint. On l'attend la prochaine décennie. Alors le réchauffement, il est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire, très marqué dans les régions froides. En Europe, pour 1,2 degré de réchauffement planétaire, c'est déjà plus de 2 degrés de réchauffement. Et c'est la même chose, en fait, si l'on regarde du côté de la France métropolitaine. Ça s'est publié aujourd'hui par Météo France. C'est la réactualisation du changement observé en France métropolitaine. Donc si on prend les derniers 10 ans, c'est en France 2,1 degrés de plus qu'en 1900. Et les dernières années ont été aussi particulièrement chaudes, notamment 2022-2023. Et là, on commence à rentrer dans une plage de température qui sera, en France métropolitaine, le niveau moyen attendu vers 2050 pour 2 degrés de réchauffement planétaire. Et donc, l'enjeu pour les années à venir, c'est anticiper quelles seront les années records, les événements records qui vont continuer à changer à mesure du réchauffement planétaire pour y être mieux préparés. Autre aspect remarquable, l'accélération du rythme de montée du niveau de la mer. C'était 2 mm par an dans les années 1990. C'est maintenant à plus de 4 mm par an, parce que l'océan se réchauffe davantage du fait du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre qui a augmenté, parce que les glaciers fondent vite, spectaculaire dans les Alpes ces dernières années, et enfin parce que le Groenland et l'Antarctique
perdent de plus en plus de masse sur les derniers 30 ans. Et donc c'est ça qui fait cette accélération. Du coup, augmentation des inondations chroniques à marée haute, à Cayenne en Guyane, record de submersion lors des tempêtes, Saint-Pierre-et-Miquelon avec des déménagements en fait, d'infrastructures et de petites communautés, salinisation sur certains estuaires. Donc cela fait partie des conséquences que l'on commence à voir. C'est pas simplement l'effet chronique, mais c'est surtout la surcote lors des tempêtes qui augmente en fait, qui dépasse les capacités en fait des ouvrages de protection sur les littoraux. Conséquence par exemple à Mayotte, c'est destruction de l'usine de désalinisation, endommagement, parmi les infrastructures littorales touchées par les extrêmes de niveau marin lors d'un ouragan de forte intensité. Donc, le changement climatique, pour chaque demi-degré ou chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire, il va altérer la probabilité d'occurrence et l'intensité d'un ensemble d'événements météorologiques. Donc, parmi les choses remarquables, moins d'extrêmes froids, plus d'extrêmes chauds, en lien direct avec le réchauffement, sur terre et en mer. Donc nous, on est en Europe de l'Ouest WCE. Donc sur tous les continents, en fait, on observe cette intensification des extrêmes chauds. Donc ça va être les records de température de jour. En France, de plus en plus, à plus de 40 degrés. On dépasse 45 degrés même dans le sud de la France. Mais c'est aussi une augmentation, par exemple, du nombre de nuits tropicales, comme on a vu à Nice, qui est aussi liée au réchauffement de la mer et à cette accumulation de chaleur. Une atmosphère plus chaude, elle dope en fait l'évaporation et la transpiration. Et donc, quand on a une période de manque de pluie, elle aggrave en fait les sécheresses agricoles qui touchent à l'humidité des sols, comme on l'a vu en 2022 en métropole. Sécheresse grave encore en Guyane en ce moment. Et enfin, un climat plus chaud fait que l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. C'est une relation connue depuis le 19e siècle. Et c'est ce que l'on observe. Et donc, du coup, le même orage, la même tempête ou le même cyclone tropical dans le climat actuel peut donner lieu à des cumuls de précipitations concentrées plus importants. Et on l'a vu à plusieurs reprises en France. Je vous ai mis le lien vers les deux types d'études d'attribution qui sont faites suite à des événements extrêmes à forts impacts et qui permettent assez rapidement de poser un diagnostic. Est-ce que c'est juste de la variabilité naturelle climatique rare ? Ou est-ce qu'on peut conclure que cet événement a été rendu plus probable, plus intense, donc des dommages plus importants ? Et comment est-ce qu'on attend que ce type d'événement se caractérise dans les décennies à venir ? Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour suivre ce type d'outils. Et en fait, les impacts ou les risques, c'est l'interaction entre ces 33 facteurs climatiques générateurs d'impact qu'on a identifiés, les effets graduels, les extrêmes, l'exposition à ces aléas. Par exemple, en France, on a 10 millions de logements sur des sols argileux, donc on est particulièrement exposé au coût en fait, des dommages liés aux sécheresses. On a beaucoup construit dans les plaines inondables ou sur les littoraux, donc on est particulièrement exposé aux inondations. Et enfin, cela dépend également des vulnérabilités. Donc, exemple de vulnérabilité, habitat informel très fragile dans certains territoires d'outre-mer et dans les pays en développement. Les vulnérabilités, ça peut être des personnes âgées, plus fragiles par rapport aux vagues de chaleur. Ça peut être aussi les vulnérabilités spécifiques des enfants qui ne savent pas nager, susceptibles à la chaleur, ou par rapport à la discontinuité de l'accès à l'éducation en cas d'événement extrême, qui est une perte de chance. Et donc dans le monde, on a la moitié de la population mondiale qui vit dans des contextes hautement vulnérables par rapport au changement climatique, pas simplement sur ces aspects, on va dire, de risque, mais aussi qui dépendent de l'état des écosystèmes, donc les effets indirects, pour la gestion des forêts, pour la pêche ou pour l'agriculture, et donc des revenus qui dépendent aussi en fait des conséquences du climat sur la production alimentaire. Alors je n'ai pas dit les effets de climat urbain, je vais quand même y revenir. Donc les îlots de chaleur urbains amplifient les effets de vagues de chaleur qui augmentent, et puis l'imperméabilisation des surfaces amplifie le ruissellement avec les pluies extrêmes. Et donc on voit qu'on a une interaction entre l'urbanisation, ses formes, et ces événements dopés par un climat qui se réchauffe. Alors je parlais des écosystèmes, donc on a une dégradation observée des forêts dans de nombreuses régions du monde. En France, en fait, les forêts se sont accrues avec la déprise agricole. Donc on avait un puits de carbone qui absorbait à peu près 10% de nos émissions de CO2 et qui augmentait.
Mais du fait de la hausse de la mortalité des arbres avec des conditions plus chaudes et plus sèches, un ralentissement de la croissance des arbres, on a perdu la moitié de ce puits de carbone forestier. Et c'est un vrai défi pour boucler la stratégie nationale bas carbone sur la biomasse. Donc on a besoin d'avoir un puits de carbone, on a besoin des forêts, biodiversité, mais on a aussi besoin de bois énergie, bois construction. Et donc on est contraint finalement par ces caractéristiques d'un climat qui se réchauffe et qui affecte l'état de santé des forêts. Et le deuxième exemple, donc dans l'océan, on a plus de vagues de chaleur marine, une acidification, un océan plus chaud qui rentre moins d'oxygène. Donc c'est un ensemble de stress pour la vie marine. Vous savez que la France, elle va héberger la conférence de l'ONU pour l'océan. C'est pour le côté océan qu'on est le plus en retard sur tous les aspects des objectifs du développement durable. Et une des conséquences d'un océan plus chaud, c'est les blanchissements de coraux tropicaux, 4e épisode mondial cette année, avec une dégradation en fait de la diversité biologique des coraux et des services qui sont rendus pour les sociétés qui en dépendent. Donc à retenir, chaque incrément de réchauffement supplémentaire, il affecte un ensemble de facteurs générateurs d'impact. Alors je n'ai pas abordé par exemple les conditions propices aux incendies ou le recul des glaciers qui ont des effets localement ou de l'enneigement. Et puis cela affecte tous les secteurs d'activité, donc notamment les espèces vivantes qui se déplacent. Du coup, on a de nouvelles aires climatiques qui deviennent propices à des vecteurs de maladies. Par exemple, les moustiques tigres, vecteurs de la dengue en métropole, ou bien certains moucherons qui sont vecteurs de fièvre pour les animaux d'élevage, qui touchent durement en fait le secteur de l'élevage actuellement dans nos régions. Donc, les effets en fait sur la production agricole sont globalement négatifs, notamment à travers les effets chaleur, sécheresse et dans certains cas inondations. Les rendements agricoles en France sur ces dernières années ont montré en fait des pertes importantes. Cela affecte la santé et le bien-être à travers la chaleur, l'exposition à des pathogènes pendant les inondations ou les déplacements contraints. Et les dommages les plus économiquement lourds, en fait, c'est à travers pluies extrêmes de toutes formes et infrastructures dans les villes. C'est là où en fait on a les coûts économiques les plus lourds. Et dans certains territoires fragiles, par exemple les petites îles en développement, les dommages sur les infrastructures sont tels que souvent ça affecte le PIB. Quand on a des cyclones tropicaux de forte intensité, dont la proportion augmente, ça peut affecter le PIB pendant une dizaine d'années, voire davantage. Donc la France, elle est particulièrement exposée. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une carte qui montre en métropole et dans les outre-mer l'exposition aux aléas climatiques. Ça concerne 2/3 des communes, 2/3 de la population, avec des impacts croissants observés donc en termes de santé, d'approvisionnement en eau, de production agricole. On se pose la question de l'habitabilité de certains territoires en montagne, du fait de l'augmentation des coûts, par exemple, de maintenance des voies de transport, ou sur le littoral, avec le début d'une réflexion sur un repli stratégique et planifié. On a des inégalités de vulnérabilité et d'exposition, et puis en fait, les impacts qui s'aggravent, ça montre qu'on touche en fait aux limites de l'adaptation mise en œuvre actuelle, parfois même des capacités de réponse, et se posent de plus en plus des questions d'assurabilité. Vous savez qu'aux États-Unis, les assureurs privés se sont retirés des risques incendie ou inondation. Dans certaines communes, ça devient de plus en plus difficile en fait. Et on l'a vu également post-Irma dans les territoires des Antilles. Donc on est sur des enjeux économiques qui sont soulignés dans les derniers rapports du Haut Conseil pour le climat ou le rapport de Bercy de cette année sur l'assurabilité des risques physiques. Alors vous allez revenir sur les enjeux liés à la santé, mais je veux mettre l'accent dessus. Donc le stress thermique qui a de multiples effets sur le bien-être et la santé, les événements extrêmes, notamment qui entraînent des déplacements contraints, qui interrompent l'accès aux services de santé, qui sont des pertes de chance, et puis l'exposition à des pathogènes aquatiques. Dans certaines régions, on a déjà des effets qui aggravent l'insécurité alimentaire, et on sait que la malnutrition, notamment maternelle et infantile, c'est une perte de chance à long terme, en termes de capital santé. On a également donc les effets via les vecteurs de maladies, tiques, moustiques et autres. L'action pour le climat, elle peut aussi, elle intersecte l'action qui porte sur les polluants atmosphériques. Beaucoup sont émis lorsqu'on utilise de la biomasse ou des énergies fossiles. Donc là, on peut avoir des gains, en fait, côté climat et côté qualité de l'air.
Et puis souvent, quand on parle de santé mentale, on parle de l'éco-anxiété, qui est en fait de l'empathie et de l'inquiétude par procuration, mais la partie cachée de l'iceberg de la santé mentale, c'est les effets de stress post-traumatique pour ceux qui sont affectés par des déplacements contraints, quand le lieu de vie, l'habitation, l'école, ne permet pas d'assurer la sécurité. En fait, c'est vraiment ça qui est un facteur important de stress, d'où l'importance de penser des bâtiments résilients, des infrastructures résilientes, pour justement limiter ces effets sur le bien-être. La Cour internationale de justice a mené ces derniers mois des auditions dans le cadre d'une saisie par l'Assemblée générale de l'ONU à la demande des petits États insulaires en développement sur les questions de justice climatique. Et j'essaie de résumer brièvement les enjeux. Sur cette figure, vous avez la responsabilité historique des différents pays, en premier lieu les États-Unis, et puis à peu près maintenant quasiment à part égale les États-Unis et la Chine, et puis ensuite d'autres pays qui se sont industrialisés plus tôt. Et de l'autre côté, vous avez un indice de vulnérabilité face au changement climatique en moyenne pour chaque pays. Il y a bien sûr des choses beaucoup plus hétérogènes à l'intérieur de chaque pays, mais c'est un indice moyen de vulnérabilité, où vous voyez que ceux qui ont le moins contribué au réchauffement actuel, qui ont des émissions de gaz à effet de serre, des revenus par habitant particulièrement faibles, sont exposés de manière disproportionnée. Et donc ça pose aussi une question, mais qui n'est pas simplement une question de l'accord de Paris sur le climat, qui démarre en 2015, de la responsabilité historique, du dommage transfrontalier qui est entraîné dans d'autres régions du monde et de l'évolution du cadre du droit international sur la base vraiment des droits humains fondamentaux par rapport aux dommages liés au changement climatique. Donc, les évolutions à venir, elles vont dépendre des émissions à venir et donc des choix qui sont faits sur les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, l'utilisation des terres. Cela va dépendre également du fonctionnement du climat et du cycle du carbone qui vont façonner le niveau de réchauffement planétaire à venir, qui vont entraîner des modifications des caractéristiques climatiques dans chaque région. Et ça dépend également des politiques d'adaptation, des actions mises en œuvre de renforcement de résilience, de réduction de vulnérabilité, qui peuvent permettre, pour un niveau de réchauffement donné, de limiter en fait l'aggravation des risques. Et enfin, des réponses inadéquates, elles peuvent devenir des risques. Si les politiques d'atténuation deviennent injustes, c'est rejeté. Si on met en œuvre des réponses façonnées dans l'urgence mais qui ont des effets indésirables, on peut construire des adaptations qu'on appelle des maladaptations qui vont entraîner des risques, par exemple pour les personnes les plus fragiles ou pour les écosystèmes, donc déplacer les risques, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Et enfin, la pression sur les terres, elle peut aussi entraîner des effets indésirables sur les écosystèmes, voire la sécurité alimentaire. Et donc on est sur ces enjeux complexes à aborder de manière intégrée. Donc la chose essentielle à retenir, c'est que le niveau futur de réchauffement va dépendre du cumul des émissions de gaz à effet de serre à venir. Et ça ne dépend pas du moment où c'est émis, de l'endroit où c'est émis, c'est vraiment cet effet cumulatif qui va déterminer le niveau de réchauffement à venir. Donc si vous voulez être sérieux en termes d'action pour le climat, il faut vous fixer un budget carbone à ne pas dépasser, de préférence réparti de manière juste, et ensuite s'y tenir pour ralentir la hausse du cumul des émissions et atteindre le plus vite possible des émissions à zéro net dans le monde. Et c'est seulement à cette condition-là que le niveau de réchauffement planétaire se stabilisera. Donc dans l'état actuel des connaissances, si on atteint des émissions à zéro net, il n'y a pas de réchauffement supplémentaire. Cette figure, elle est présentée uniquement à horizon 2050, donc le lien entre, sur différents scénarios, le cumul des émissions de CO2 dans le monde et le niveau de réchauffement à venir, qui tient compte des autres facteurs. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, avec une chance sur 2 d'y parvenir, elle s'épuise année après année. On estime que le budget carbone résiduel compatible avec une stabilisation du réchauffement à 1,5 degré, c'est l'équivalent de 6 ans d'émissions au niveau actuel. Donc ça veut dire inéluctablement, d'ici à la fin de la décennie, si les émissions mondiales ne baissent pas franchement, on aura acté de dépasser ce niveau de réchauffement planétaire. Et puis l'autre chose, c'est qu'au-delà de 2050, si on a un réchauffement important, plus de 2 degrés, alors en fait on a davantage d'incertitudes sur la réponse du climat, notamment parce qu'on s'attend à avoir une perte d'efficacité des puits de carbone naturels et des émissions supplémentaires avec le dégel des sols gelés.
Et du coup, ça veut dire que pour limiter le réchauffement, il faudra faire davantage d'efforts, voire même être capable d'avoir des émissions nettes négatives, nous-mêmes, hein, du fait de nos activités, pour parvenir à limiter le réchauffement. Donc ça, c'est la même chose, mais sous forme de graphique, avec séquencé dans le temps les différents scénarios qui sont explorés vis-à-vis des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En orange, le scénario intermédiaire, hein, qui ressemble le plus aux politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde et leur extrapolation. Et vous avez au milieu les projections de réponse du climat planétaire. Donc vous voyez que sur une trajectoire orange, on s'attend à dépasser 2 degrés à horizon 2050. Donc ça, c'est l'échec de l'accord de Paris sur le climat, et à être proche de 3 degrés en fin de siècle. En fait, il y a une plage d'incertitude hein, qui est de l'ordre de plus ou moins 1 demi-degré pour chaque scénario d'émissions donné. En cas de forte baisse des émissions, les trajectoires bleu foncé ou bleu clair, les effets sont discernables sur le rythme de réchauffement planétaire au bout d'une vingtaine d'années. Et puis l'évolution à venir du climat, ce ne sera pas un long fleuve tranquille comme ça, hein. Ce sera modulé par la variabilité naturelle, notamment les événements El Niño, La Niña. Et donc, cela fait que si on n'anticipe que le réchauffement moyen, on peut être touché par des impacts attendus pour un réchauffement moyen à venir dans quelques décennies plus tôt, quand cette variabilité naturelle nous fait rentrer dans cette plage de température. Alors, je reviens sur l'effet température. Donc, ce qui est très frappant, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds. Au niveau mondial, ce qui se produisait une fois par 50 ans en climat pré-industriel sont déjà 5 fois plus fréquents. Et cette fréquence double entre un monde 1 degré et 1,5 degré plus chaud, c'est-à-dire entre maintenant et les années 2030-2040. La ville de Paris nous a demandé, pour le groupe régional d'experts climat, si c'était plausible d'atteindre des températures proches de 50 degrés avec les effets d'îlots de chaleur urbains dans la ville. Et le travail qui a été fait par mes collègues climatologues, il montre que dans le climat d'aujourd'hui, la pire vague de chaleur physiquement plausible, ça n'est plus 2003, mais c'est 2003 plus 4 degrés en région parisienne, donc la pire physiquement plausible. Et ensuite, qu'atteindre 50 degrés avec l'effet de chaleur urbain à Paris, dans le climat actuel, dans nos simulations, ça n'existe pas, mais dans un monde 2 degrés plus chaud, vers 2050, c'est possible. Donc comme une éventualité de probabilité d'occurrence faible, mais dont les impacts seraient considérables. Et là, ce qui est intéressant, c'est anticiper ce type d'éventualité pour les infrastructures critiques, pour s'assurer que ça puisse assurer la résilience. Et qu'est-ce que c'est ? C'est électricité, télécom, notamment, hein, et puis services de santé, de manière vraiment indispensable. Alors, si l'on reprend les dernières estimations de l'action pour le climat dans le monde, donc vous avez en noir les émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ensuite vous avez différents scénarios présentés à horizon 2035. Vous voyez le décalage entre les politiques publiques actuelles en bleu, en orange les promesses non conditionnelles faites dans le cadre de l'accord de Paris, et en rouge l'ensemble des promesses à horizon 2035. Donc, vous voyez cet état des lieux des engagements. Et après, vous avez en bleu et en vert les trajectoires qu'il faudrait suivre si l'on voulait limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, la plage bleue, ou proche de 1,5 degrés, la plage verte. Ça peut donner un sentiment de découragement, mais ce qu'on peut aussi regarder dans l'autre sens, c'est ce qu'une action résolue cette décennie et les suivantes permettra de gagner. Donc, si on continue simplement sur les politiques publiques actuelles, on va vers un réchauffement de 3 degrés dans le monde à horizon 2100, et ça se poursuit au-delà, parce qu'on n'a pas encore atteint la neutralité carbone. Si les promesses à horizon 2030 sont tenues, toutes, on pourrait limiter le réchauffement en fin de siècle au niveau mondial vers 2,5 degrés. Si les engagements type Union européenne net zéro 2050, Chine 2060, Inde 2070 et le reste sont tenus, on n'est pas encore garanti que les efforts actuels le rendent plausible. Mais si c'était tenu, ça permettrait en fait de contenir le réchauffement sous 2 degrés d'ici à 2100. Donc vous voyez en fait l'importance de ce qui est mis en œuvre maintenant par rapport à ce que ça rend plausible comme plage de réchauffement attendue à la fin de ce siècle. Alors si on regarde du côté de la France, donc les émissions ont baissé. Elles ont baissé notamment sur les émissions territoriales,
plus vite que les émissions dues à nos importations, qui sont importantes. La différence entre les émissions brutes et les émissions nettes, c'est l'efficacité du puits de carbone des forêts qui a diminué, des forêts gérées. Donc c'est un puits dû aux activités humaines. Et vous voyez qu'en fait, on a perdu une partie de ce service que nous rendent les forêts bien gérées. Vous voyez le rythme récent de la baisse des émissions qui avait augmenté et l'évaluation du Haut Conseil pour le climat qui disait que pour tenir les objectifs, il fallait augmenter d'un facteur 1,3 avec des points de vigilance sur les transports, premier facteur d'émission pour moitié la voiture individuelle. Donc les leviers d'action, c'est les autres alternatives à cette mobilité, mais aussi la forme et l'aménagement urbain par rapport aux demandes de mobilité, la rénovation thermique des bâtiments par rapport à la consommation notamment de fioul, de gaz pour le chauffage sous forme thermique, et puis bien sûr la gestion des forêts et un point de vigilance aussi sur les déchets dont le cumul en fait augmente alors qu'il était anticipé d'arriver à les réduire en France métropolitaine. Si on regarde les risques clés en Europe en fonction du niveau de réchauffement planétaire, le premier est lié aux extrêmes chauds pour la santé et pour les écosystèmes. Le deuxième, aux pertes de production agricole. Les exploitants agricoles, ils sont en première ligne des impacts du changement climatique. L'augmentation des situations de pénurie d'eau, ce n'est pas les sécheresses agricoles, c'est le débit du Rhin qui est tellement bas que ça bloque l'activité économique, le transport de marchandises sur un grand bassin versant ou comme la vallée du Pô en Italie. Donc on s'attend à ce que cela augmente d'abord en Europe du Sud et ensuite en Europe de l'Ouest. Et puis l'ensemble des risques d'inondation par plus extrême ruissellement, débordement de cours d'eau et puis montée du niveau de la mer à long terme avec un risque important parce qu'on a soigneusement positionné nos villes, nos infrastructures le long des cours d'eau et le long du littoral. Donc on a une exposition particulièrement forte. Et on a également, pour les territoires d'outre-mer, des risques liés à la dégradation des écosystèmes, l'absence de stockage d'eau qui les rend beaucoup plus vulnérables au stress hydrique, des situations beaucoup plus rapidement aiguës d'insécurité alimentaire par l'isolement géographique. Dans certains cas, les dommages liés aux inondations et à la montée du niveau de la mer qui posent des questions d'habitabilité et puis une augmentation fortement attendue de pertes et de dommages qui posent les questions de renforcement de résilience et de solidarité et on le voit de manière très vive en ce moment. Mais ça, c'est pour une adaptation basse. Si on augmente les efforts d'adaptation pour un niveau de réchauffement planétaire donné, par exemple pour les risques liés à la chaleur, vous voyez qu'en investissant fortement sur l'adaptation, et c'est conditionné à ces investissements et cette mise en œuvre opérationnelle, pour un niveau de réchauffement donné, au lieu d'avoir des risques graves, on peut réussir à les contenir à un niveau modéré. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire changer les comportements, savoir quoi faire en cas de vague de chaleur pour les individus. Ça veut dire intervenir sur les bâtiments pour, par exemple, améliorer l'ombrage ou la ventilation. Ça veut dire, en fait, dans certains cas, le recours à la climatisation ou à les réseaux de froid. Et puis, plus profondément et à plus long terme, c'est l'aménagement des quartiers, l'aménagement des villes, les îlots de fraîcheur, la forme urbaine qui peut permettre de limiter l'aggravation des risques liés à la chaleur. Et en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à construire ces trajectoires où vous déployez certaines mesures, mais qui ont des limites, mais vous préparez le déploiement des mesures suivantes, séquencées dans le temps, de sorte à pouvoir avoir le maximum d'efficacité en termes d'adaptation, en jouant sur le séquençage de ces différentes options. Et chaque option, elle a des co-bénéfices ou des effets indésirables. Elle a un potentiel et des limites. Elle a un coût, puis elle a des limites à l'efficacité. Par exemple, les arbres en ville, s'il n'y a pas d'eau, ça ne fait pas d'effet de fraîcheur. Et puis les arbres en ville, par leur houppier ou par leur nature, peuvent émettre des composés volatiles, bloquer la ventilation de certaines rues et exacerber des problèmes de qualité de l'air avec les allergènes et les composés volatiles. Et donc ça demande d'être bien pensé. On a également tous ces espaces verts qui peuvent être des zones hébergeant des vecteurs de maladies. Et donc on voit que l'intégration des effets sanitaires, elle demande à être pensée dans leur ensemble, les effets positifs, l'accès à la nature en ville, mais aussi les effets indésirables. Je prends l'exemple du risque d'inondation par notamment pluie extrême et débordement de cours d'eau. De la même manière, les investissements en termes d'adaptation peuvent permettre de garder des risques à un niveau modéré
jusqu'à à peu près 2 degrés de réchauffement planétaire en Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renforcer la protection, notamment les ouvrages de défense le long des cours d'eau, par exemple, les bassins de rétention et tout le reste. Ça veut dire pouvoir aménager l'intérieur des bâtiments de sorte à mettre davantage en protection et limiter les dommages suite à des inondations. Et ça peut être aussi, en fait, de renforcer le zonage et d'arrêter de déplacer, en fait, certaines infrastructures en pleine inondable parce qu'on estime que les coûts à venir seront trop importants à gérer. Et de la même manière, en fait, on a cet enjeu de séquençage de trajectoires d'action qui mobilise des acteurs différents, des moyens différents. Et ce que vous voyez, ce que j'esquisse, c'est que l'enjeu, c'est passer d'une adaptation qui soit réactive, on est touché, on se prépare au même événement, incrémentielle, on ne change rien, on essaie juste d'améliorer un peu la protection, à une adaptation qui soit transformatrice, c'est-à-dire par anticipation des caractéristiques à venir et qui aborde des changements systémiques plus importants. Alors la question, elle est particulièrement aiguë pour la montée du niveau de la mer. Donc on sait qu'on aura plus d'1 mètre de montée du niveau de la mer. En cas d'émissions très basses de gaz à effet de serre, ce sera à horizon de plus d'1 siècle. En cas d'émissions fortes, ça peut être d'ici à la fin de ce siècle. Et si on n'a pas de chance avec la réponse incertaine du Groenland et de l'Antarctique, surtout de l'Antarctique, le pire scénario physiquement plausible, c'est la courbe en pointillé, où on pourrait avoir plus d'1,50 mètre à horizon de la fin de ce siècle. Et donc ça, c'est important pour les infrastructures critiques, névralgiques, avec une faible tolérance au risque, d'intégrer aussi ces éventualités, ces queues de distribution dans le dimensionnement des ouvrages. Et la particularité, c'est que face à la montée du niveau de la mer, on a besoin d'une planification à long terme, avec des mesures type bouger des sédiments, renforcer des écosystèmes qui ont des limites, avec un rythme rapide de montée du niveau de la mer. Ça gagne juste un tout petit peu de temps. Ce qui permet vraiment d'éviter les risques, c'est le fait d'arrêter de construire dans les zones qui vont être exposées et de planifier le repli. Et entre les deux, on a des ouvrages de protection en dur, mais qui auront des coûts élevés et qu'il faut pouvoir concevoir pour pouvoir être réactualisés au fur et à mesure du temps, et qui peuvent être une maladaptation dans certains contextes. Voilà, donc je termine en fait sur le focus adaptation. Dans le cadre de la COP28, on a eu la définition d'un objectif mondial d'adaptation et vous voyez ce qui apparaît en premier lieu. La première motivation des investissements pour l'adaptation, c'est l'accès à la santé et les systèmes de santé résilients. Bien sûr, il y a l'aspect eau, l'aspect système alimentaire, accès à une alimentation saine et abordable. On a la partie écosystème, toute la dimension qui touche à la pauvreté, la dimension sociale, le patrimoine en fait culturel, le patrimoine bâti aussi, qui pose des questions spécifiques, et enfin les infrastructures et les services essentiels qui soient résilients dans un climat qui change. Et donc les points importants que je veux porter à votre attention, c'est le travail notamment dans le cadre de la Convention climat des Nations Unies sur ce qu'est une adaptation transformatrice, comment on la caractérise, comment on peut la mettre en œuvre. C'est le déficit de financement dans le monde pour l'adaptation. Donc vous voyez les financements publics, 27 milliards de dollars, les besoins estimés à près de 400 milliards de dollars par an, autant pour les pertes et dommages, en fait, pour reconstruire post-catastrophe. Donc avec ces tensions croissantes suite à la COP29 sur le manque de financement, notamment pour les pays les plus vulnérables. Et puis enfin, un travail sur la pertinence des indicateurs pour arriver à suivre ce qu'est une adaptation efficace. Et la chose essentielle, c'est comment on mesure le renforcement des capacités d'adaptation et comment on mesure l'accroissement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité. Et avoir des indicateurs pertinents, c'est essentiel pour guider la mise en œuvre opérationnelle et efficace. Alors je termine sur les leviers d'action à horizon 2030, tels qu'ils sont évalués dans les rapports du GIEC, et on les regarde système par système. Système énergétique, les enjeux d'adaptation, les options d'atténuation, la taille de la barre, c'est le potentiel dans le monde. Le code de couleur, c'est une estimation du coût. Plus c'est rouge, plus on estime que le coût est élevé. Le deuxième grand système, c'est la partie alimentaire, gestion des terres et de l'eau. Et donc vous voyez que j'ai souligné en vert, sur les actions d'atténuation ou d'adaptation, les bénéfices en termes de santé, améliorer la qualité de l'air, une alimentation nutritive et saine,
des écosystèmes en bonne santé et l'accès aux écosystèmes. Et je vais juste mettre l'accent sur cette partie-là qui aborde les systèmes urbains pour terminer. Donc avec les enjeux d'adaptation, notamment sur la gestion des eaux urbaines, les infrastructures vertes, les services des écosystèmes autour des villes et les formes urbaines, l'urbanisme et la gestion des terres. Et puis à côté, les leviers d'action qui portent sur les bâtiments et le transport, où c'est vraiment frappant, il n'y a pas un aspect qui se distingue explicitement. Il y a des leviers d'action d'efficacité et des leviers d'action en fait, de sobriété et d'innovation. Donc on voit les 4 grandes caractéristiques. Innovation technologique, s'appuyer sur les écosystèmes, et puis la maîtrise de la demande par l'efficacité et la sobriété qui se conjuguent vraiment pleinement à l'échelle de la dimension des systèmes urbains. Et je termine sur cet aspect de système urbain et de ville. Le GIEC en fait va consacrer son prochain rapport spécial aux villes et au changement climatique. Le travail a démarré. Les auteurs choisis pour le faire ont été choisis. Et donc, si vous avez, vous, des travaux que vous souhaitez porter à leur attention, n'hésitez pas à le faire pour que, justement, cette évaluation de l'état des connaissances, des risques, des impacts, des leviers d'action, d'adaptation, d'atténuation et leur meilleure articulation puisse s'appuyer sur le retour d'expérience des acteurs de terrain, y compris sur la mise en œuvre opérationnelle. Merci. Merci beaucoup Valérie, c'était vraiment passionnant. En fait, il y a plusieurs de vos messages qui résonnent beaucoup avec les actions qu'on mène. En fait, là, on est vraiment sur les impacts, le point de vue global. Et puis nous, dans les travaux qui sont menés dans le cadre du lab, il y a quelques-uns des travaux, quelques-unes des solutions qui sont soulignées là, qui sont étudiées de leur théorie à leur mise en œuvre. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être réécouter, notamment à l'occasion du replay de cette université, et pouvoir noter quelques opportunités d'action à partir de tout ça. Merci beaucoup. On va commencer à entrer dans le vif du sujet des échanges avec une grosse séquence qui sera même coupée en deux par la pause. La séquence, c'est l'impact des canicules sur la surchauffe dans les bâtiments, les microclimats et la végétalisation. Donc on va à la fois regarder ce qui se passe du côté de l'école des mines et du côté d'agro sur les questions de modélisation. Et puis on va aussi donner la parole à la fois à Vinci Énergie et à Vinci Construction. Donc on va commencer par Vinci Énergie sur le confort thermique dans les bâtiments. Donc je vais appeler Nicolas Stenou, qui est responsable des services études thermiques chez Lefort Franchetot. Tu peux t'installer ici. Et puis Rabia Tlich, qui est chef d'entreprise de Green Affaires, pour nous présenter les enjeux identifiés par Vinci Énergie sur ce sujet-là. John, ouais. Ah, ça y est. Bonjour. J'interviens donc en tant qu'entreprise du groupe Vinci Énergie pour discuter justement de comment cette thématique s'intègre dans nos activités de manière plutôt opérationnelle. Donc la société, c'est Lefort Franchetot. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est installateur en génie climatique dans les grands bâtiments tertiaires, principalement. Neuf et rénovation, avec une tendance à la rénovation qui augmente en ce moment de par le marché. Nos grands clients sont, vous les voyez ici. C'est une société qui est composée de 7 entreprises et qui a un certain nombre de services support de services transversaux au service du cœur de métier des entreprises. Et moi, je m'occupe de la partie études thermiques et carbone. Alors, 2 axes vont se rencontrer quand on parle de notre entreprise. Elle a des missions à réaliser, donc mission d'assurer des températures de confort dans les bâtiments et d'assurer des débits d'air, de renouvellement d'air suffisants.
Et l'autre axe, c'est quand on parle de la santé dans les bâtiments, on parle d'air suffisant et de qualité. On parle également de confort thermique, avec des températures d'été supportables, acceptables, et le moins de recours possible à la climatisation. Et également dans le bâtiment pour la santé, moins de conso d'énergie et moins d'émissions de carbone, puisqu'effectivement, elle contribue au réchauffement climatique. Alors, les leviers d'action qu'on a en tant qu'entreprise, il y a deux étapes. Là, je parlais déjà d'une partie, en tant qu'entreprise, on récupère un dossier de conception technique et environnementale. Donc, on a déjà des conceptions qui ont intégré des enveloppes de bâtiments qui soient faites pour réduire déjà les apports solaires, les besoins du bâtiment, donc pour limiter les puissances nécessaires pour climatiser. On a aussi on respecte, les dossiers de conception intègrent des certifications environnementales qui intègrent pas mal de notions sur le confort thermique, dans lesquelles des simulations dynamiques sont réalisées aussi avec des scénarios de surchauffe prévisionnels. Donc ça permet quand même déjà de concevoir un bâtiment qui aille dans un sens favorable. Et nous, en tant qu'entreprise, on part de ce dossier de conception. Donc, on a les leviers d'action possibles, c'est surtout en phase d'étude de prix, on peut être amené en analysant les dossiers, à avoir une petite influence quand même sur cette conception. Mais c'est pas là notre premier levier, notre principal levier. Là, c'est une première étape déjà pour assurer ce confort et l'anticipation des surchauffes. Voilà. Donc, et la partie suivante, c'est là pour moi qui est là où on a le plus de choses possibles, le plus de leviers possibles en tant qu'entreprise. Alors là, je rappelle un peu toutes les exigences liées à notre métier également, puisque effectivement, on doit gérer les surchauffes, mais tout ça s'intègre dans un ensemble d'exigences métiers. Donc la base, c'est qu'on doit déjà des installations fonctionnelles et bien régulées, et ce, dans ce contexte d'augmentation des besoins réels en climatisation. On doit respecter des objectifs acoustiques. On doit limiter les difficultés d'installation, de réalisation de nos matériels, tout simplement, pour faciliter la vie de ceux qui travaillent au quotidien. On doit également sélectionner du matériel, des équipements qui consomment moins d'énergie et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ce contexte de lutte contre le réchauffement et de santé, puisque les émissions ont un impact aussi sur la santé des gens de manière directe par du fait qu'on respire l'air, tout simplement. Et on doit bien évidemment maîtriser nos coûts. Et ainsi, la conclusion, c'est que la décarbonation de nos bâtiments devient l'objectif commun, puisque pour décarboner, on va optimiser nos calculs, de manière à, au lieu de faire comme il y a une vingtaine d'années où tous les gens les ingénieurs prenaient de la marge de sécurité, on mettait 40% de puissance de plus que nécessaire parce que les calculs étaient faits rapidement, etc. Aujourd'hui, on va vraiment calculer de manière fine les besoins réels du bâtiment. Ça va donc permettre de réduire à la fois la taille des machines, qui dit taille, dit facilité d'installation, moins cher, plus facile, moins de bruit, moins de carbone, puisque moins de matière. Et au-delà d'optimiser ces calculs qui impliquent tout ça, on va optimiser aussi les installations, faire des efforts de mutualisation de réseaux hydrauliques, par exemple, mutualiser des centrales de traitement d'air, ce genre de sujet, et choisir également du matériel à haute performance énergie carbone. Maîtriser la mesure aussi de ces émissions carbone, puisqu'il faut pouvoir les mesurer pour les maîtriser. Et voilà, donc en conclusion, cette optimisation globale liée à la décarbonation de nos bâtiments permet de réduire finalement les puissances de clim qu'on va installer dans ce contexte et permettre à la fois moins d'émissions de carbone pour la santé et également pour ralentir ce réchauffement climatique et tenter d'inverser ce cercle non vertueux. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Rabia, qui va vous parler de la partie suivante sur l'exploitation durable. Merci Nicolas.
Oui, en effet. Donc moi, je vais plutôt parler de la partie exploitation durable à travers la société Green Affair et Vinci Facilities. Je vais passer. Hop. Très rapidement, à propos de Green Affair, donc une société de conseil d'ingénierie en développement durable. On intervient sur différentes phases de la vie d'un projet, de l'acquisition, conception, réalisation et exploitation. Et aujourd'hui, Green Affair fait partie de Vinci Énergie et du pôle Vinci Facilities Île-de-France. Et ces 3 entreprises, donc immobilier et investissement durable, exploitation durable et RSE et territoire durable. Donc aujourd'hui, moi je suis chef d'entreprise de l'entreprise exploitation durable et RSE. Et je vais vous parler d'atténuation et d'adaptation au changement climatique à travers nos actions dans l'exploitation des bâtiments. Donc notre association, nos travaux, notre intervention avec les entreprises du Facility Management dans l'exploitation des bâtiments. Je vais commencer par les sujets d'atténuation. Donc bien sûr, on va parler de performance énergétique à travers des audits énergétiques et la mise en place d'actions de performance énergétique avec un contexte réglementaire assez fort via le décret éco-énergie tertiaire et le décret BAX aussi qui incite les entreprises en exploitation à aller vers ces économies d'énergie. L'optimisation des systèmes CVC également, Nicolas en avait parlé tout à l'heure, quelque chose qui est très important et qui fait souvent partie de nos actions de performance énergétique. Proposer à nos clients d'aller sur les énergies renouvelables avec notamment des études de faisabilité photovoltaïque qui sont réalisées par nos entreprises et par Green Affair. Et bien sûr des contrats de performance énergétique et de l'accompagnement tout au long de nos contrats par des energy managers. Donc l'efficacité énergétique, performance énergétique, gros levier d'atténuation. Ensuite, je vais parler de décarbonation à travers les bilans carbone qui sont réalisés. Bien sûr, on mesure et ensuite on met en place des actions. Et Vinci Facilities, lorsque l'on intervient donc dans les contrats P2, on a mis en place justement des contrats bas carbone. Donc on mesure l'impact de nos contrats chez nos clients et tout au long du contrat, on met en place des actions de performance bas carbone pour diminuer notre intervention, notre impact chez nos clients. Et donc ça, c'est l'aspect décarboné de notre action. Et l'aspect décarbonante, on peut aussi proposer des contrats de performance bas carbone à nos clients. Et bien sûr, des sujets de mobilité durable qui sont très importants, on en parlait tout à l'heure, avec un impact assez fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc ces sujets-là sont aussi traités. On va, sur l'atténuation, parler aussi de préservation des ressources à travers des stratégies de réemploi et du resource management chez nos clients, la gestion des déchets, des stratégies d'achat responsables que l'on met en place chez nous pour répondre au sujet de préservation des ressources. Et on a parlé aussi de l'eau, très important, sujet qui est pris en compte de plus en plus sur l'exploitation des bâtiments. Je n'irai pas dans le détail technique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Ensuite, l'adaptation, donc comment on fait pour s'adapter? On va parler de biodiversité, d'espaces verts, donc biodiversité qui est un sujet très important. On intervient beaucoup sur l'exploitation des bâtiments pour favoriser la biodiversité et réduire les effets d'îlots de chaleur urbains, donc amener des actions pour justement essayer de diminuer l'impact des fortes chaleurs au niveau de l'environnement du bâtiment en exploitation. On parle aussi de l'aspect un peu intrinsèque du bâtiment avec la résilience des bâtiments. On va réaliser des études de vulnérabilité face aux risques climatiques, inondation, risque de chaleur et d'autres risques, enfin vagues de chaleur et d'autres risques. Et on va proposer des actions sur la structure du bâtiment justement pour le rendre un peu plus résilient. Ça va être végétaliser les terrasses, amener des ombrières, travailler sur les stores, travailler sur l'isolation du bâtiment. Ça, dans le cadre des projets de rénovation de chaque bâtiment qui sont aujourd'hui en exploitation. Et bien sûr, confort bien-être. Je ne l'ai pas mis, mais on fait des mesures de qualité d'air, bien sûr, pour adapter le confort des occupants, des mesures de confort thermique et hygrothermique, des mesures de débit d'air et de vitesse d'air, bien sûr, pour garantir le confort des occupants et s'adapter à tous ces changements.
Pour terminer, il y a un enjeu qui est important, c'est la sensibiliser les occupants à tous ces sujets-là. Et c'est ce qu'on réalise aussi au quotidien à travers notre intervention dans l'exploitation des bâtiments. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions pour Nicolas et Rabia. Alors vous l'avez compris, Nicolas, lui, il représente chez Vinci Énergie l'entreprise des travaux, donc des gens qui vont travailler sur les projets de travaux. Et puis Rabia, on est plutôt sur les questions de facility management, donc d'exploitation au quotidien. Moi, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque pour Nicolas, mais ce que je trouve toujours hyper intéressant dans votre approche, c'est que quelque part, vous êtes avec la démarche bas carbone sur une approche de conseil en sobriété pour vos clients, parce que l'idée, c'est d'assurer le même confort. Donc, on est sur la logique d'adaptation, de résilience, avec quelque part un équipement qui va être le plus réduit possible, c'est ça ? Oui, le plus juste possible. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur comme il y a une époque où on prenait de la marge de sécurité pour être sûr d'avoir assez de puissance et assez de confort. Là, le but, c'est de maintenir le même niveau de confort, mais on le calcule de manière très fine et de par là, on réduit, on impacte tous les autres aspects du métier de manière positive. Et donc c'est quand même assez atypique parce que c'est une stratégie commerciale où on aurait l'impression que vous tirez une balle dans le pied parce que vous installez moins d'équipements que ce que vous auriez pu faire, c'est ça ? Alors, on installe moins d'équipements, oui, quelque part, mais l'équipement qu'on installe, on l'achète, donc on l'achète moins cher aussi. Donc, est-ce que vraiment, au contraire, on peut même peut-être augmenter nos marges en vendant la même installation qu'avant et puis en l'achetant moins cher parce qu'on est plus optimisé. Bon, faut pas le crier trop fort, mais on peut essayer. C'est juste filmé. Ok. Je sais que la première question est toujours la plus compliquée, mais Rabia, du coup, moi, la question que je me posais, c'est justement par rapport à cette question de confort, sur le volet adaptation que tu as montré, comment ça se matérialise dans les attentes de vos clients, en fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus, ou est-ce que dans le facility management, on regarde toujours le coût ? Non, du tout. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. En effet, le confort des occupants est quelque chose de très important pour nos clients. C'est la base, c'est la finalité de notre métier en exploitation des bâtiments et des métiers de tous les acteurs de l'exploitation du bâtiment. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc le confort thermique, le confort hygrothermique, la qualité d'air. On parle de santé aussi. L'objectif, c'est qu'on puisse amener les occupants à travailler de manière très confortable et rassurée dans les locaux en exploitation. Et j'avais une autre question dans la présentation de Valérie juste avant. On parlait de climatisation, on parlait de peut-être l'émergence de réseaux de froid. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus arriver dans les villes, à l'échelle des collectivités, ou c'est encore balbutiant ? Aussi les réseaux, il y a déjà pas mal de réseaux existants, notamment sur Paris. Et de plus en plus de projets, effectivement, prévoient le raccordement direct, puisque les réseaux travaillent sur leur émission, sur leur propre production la plus verte possible. Donc quand on se raccorde directement, on évite toutes les machines aussi avec fluide frigorigène, etc. Donc c'est plutôt dans le bon sens de la décarbonation de passer sur ces réseaux urbains également. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut à nouveau les applaudir. Merci. Merci Nicolas, merci Rabia. On va donner à présent la parole au professeur Rémi Slama, donc je disais qu'il est directeur de recherche à l'INSERM, également professeur à l'ENEST, épidémiologiste environnemental et spécialiste des questions de climat et santé, donc un autre de nos invités exceptionnels d'aujourd'hui, pour toujours poursuivre cette réflexion sur le climat et la santé. À l'issue de la présentation de Rémi, on devrait marquer une petite pause, donc on donnera les petits détails, et puis ensuite on aura la présentation de Charlotte et Robin. Donc à l'issue de la présentation de Rémi, on pourra aussi prendre quelques questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, et puis surtout à y réfléchir. Merci.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et je remercie très chaleureusement Monsieur Trocmé, tous les organisateurs de la journée, mes collègues aussi des mines, Charlotte Roux et Bruno Peportier. Mon message est que oui, bien sûr, le changement climatique est une menace pour la santé humaine, mais que les stratégies d'adaptation et d'atténuation au changement climatique sont aussi une opportunité pour la santé publique et que ces stratégies, si elles sont bien menées et si les co-bénéfices sanitaires qu'elles sont susceptibles d'entraîner sont quantifiés, peuvent aussi motiver davantage nos sociétés à s'engager plus fortement dans la voie vers une société neutre du point de vue des gaz à effet de serre. Alors, je voudrais discuter ce sujet vaste d'une façon absolument pas exhaustive, mais en suivant ce cycle qui va des émissions de gaz à effet de serre et de la modification du climat aux modifications environnementales qu'elles entraînent, aux impacts sanitaires dont on abordera certains. Ces impacts sanitaires entraînent des changements sociétaux et une réaction de la société qui, très schématiquement, et dans une distinction qui est peut-être un petit peu schématique, vont être une réaction visant à limiter ces impacts, c'est l'adaptation, et une réaction visant à attaquer le problème à la source, c'est-à-dire aller vers une société net zéro, et c'est l'atténuation ou la décarbonation. Alors, je vais être très rapide sur la première partie de ce cycle, surtout qu'il a été très clairement couvert par Valérie Masson-Delmotte un petit peu plus tôt. Ce changement climatique a de nombreuses manifestations dans l'atmosphère, sur Terre, avec bien sûr les modifications de la distribution des températures, de la fréquence des précipitations, des événements climatiques extrêmes, des modifications concernant aussi la cryosphère et les océans, et puis les écosystèmes dans leur ensemble. Alors, pour discuter des conséquences de ces modifications environnementales sur la santé, je vais commencer par ce qui est le plus manifeste et qui est d'ailleurs connu depuis très longtemps parce que Hippocrate parlait déjà de ces liens, c'est les effets sur la santé qui passent par la modification des températures. Alors, on a depuis plusieurs décennies une caractérisation assez bonne des relations à court terme, c'est une relation dose-réponse ici à court terme, entre la température au jour le jour et la mortalité. Donc l'axe des ordonnées, c'est le risque relatif de mortalité. Et vous avez une relation dose-réponse qui varie selon les villes, selon des caractéristiques qui sont des caractéristiques plutôt bien sûr de la société, de l'habitat, du système de santé et pas de la biologie humaine. Mais cette relation globalement en U avec, ici c'est pour l'Europe, un optimal de température qui se situe peut-être autour de 18 à 20 degrés dans les sociétés actuelles. Donc ça c'est une relation sur le court terme qui est obtenue simplement quelque part en faisant la relation entre les séries temporelles de la mortalité et les séries temporelles journalières sur la température et en étudiant par des modèles de régression qui tiennent compte d'un certain nombre de facteurs d'ajustement les relations entre ces deux séries temporelles. Alors, si on veut estimer l'impact actuel ou attendu dans le futur du changement climatique, en fait, il faut d'une certaine façon intégrer cette courbe en tenant compte de la distribution des températures, soit dans la période actuelle, soit dans une période future, sous différents scénarios climatiques. Et quand on fait cela, on a l'estimation, et ça c'est pour l'Europe, qu'à l'heure actuelle, donc en Europe globalement, sur l'ensemble de l'Europe, de l'ordre de 7 à 8% de la mortalité est due aux variabilités de température. C'est la courbe noire en haut.
Et l'essentiel de cette mortalité passe par un effet des températures froides. Vous le voyez, c'est la courbe bleue, avec peut-être un 6e, un 7e de cette mortalité, qui est due à la variabilité plutôt au-dessus de ces 20 degrés que j'évoquais. Si maintenant on répète l'exercice d'estimation de l'impact en se plaçant sous différents scénarios climatiques futurs, eh bien, dans le cas d'un scénario qui, je l'espère, se produira pas et qui est un scénario d'émissions non contrôlées et qui ne correspond pas à la situation, à la trajectoire actuelle, 8.5, on a une augmentation assez nette de la mortalité due à cette variabilité de température qui est due à l'augmentation forte de cette courbe en rouge de la mortalité due aux températures chaudes, qui n'est que partiellement compensée par une diminution de la mortalité dans les températures froides. Alors, là, vous voyez bien, quelque part, on additionne des décès évités avec un petit peu moins de jours froids et des décès accrus quand il fait chaud. Ce n'est pas les mêmes personnes qui décèdent quand il fait froid et il fait chaud. Ce n'est pas les mêmes mécanismes de détail. Hein. C'est discutable, mais ça donne un ordre de grandeur. Et si on répète l'exercice, toujours cette fois-ci sous l'hypothèse d'un contrôle des émissions de gaz à effet de serre, avec le scénario 2.6 qui est pas très loin de l'accord de Paris, on a, comme vous le voyez, à l'échelle de l'Europe, en moyenne, une stabilité de la mortalité attribuable à la variabilité des températures, avec peut-être une toute petite augmentation de la mortalité quand il fait chaud, parce qu'il y aura un petit peu plus de journées chaudes, et une diminution de la mortalité quand il fait froid, qui grosso modo se compense, si je peux dire. Alors tout ça avec énormément d'hypothèses et notamment pas de changement dans l'adaptation des sociétés, entre guillemets, c'est-à-dire dans cette relation dose-réponse que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est avec ce type d'études d'impact sanitaire, comme on dit en épidémiologie, qu'on peut se projeter dans le futur du point de vue des impacts sanitaires du changement climatique. Et je dirais que c'est principalement pour ce mécanisme d'action du climat par la température qu'on a une estimation quantifiée de l'impact attendu, avec une certaine idée aussi des incertitudes. Pour les autres paramètres, à l'heure actuelle, on n'a pas de quantification très précise, en tout cas c'est plus incertain, mais il est clair qu'il y a d'autres mécanismes par lesquels le changement climatique va influencer notre santé. Et une voie majeure, c'est celle de modification des écosystèmes et notamment de tous les paramètres liés aux maladies infectieuses. On sait que environ 2/3 des agents infectieux sont d'une façon ou d'une autre sensibles à des paramètres climatiques et notamment le niveau de précipitation et la température. C'est particulièrement le cas pour les maladies à vecteurs qui passent notamment par des moustiques dont le cycle de vie est complètement influencé par les températures puisque ce sont des animaux à sang froid. C'est aussi le cas, bien sûr, des pathogènes de l'eau ou de l'alimentation. Pour quantifier un impact, il faut modéliser les variations dans le cycle de vie de chacun de ces agents infectieux. Ce n'est pas encore disponible pour l'ensemble des agents infectieux, mais pour certains d'entre eux, il est clair qu'on s'attend à des influences qui vont dans le mauvais sens. Et notamment, et ça c'est la synthèse du dernier rapport du GIEC, concernant la capacité vectorielle des moustiques qui transmettent la malaria. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura plus de cas de malaria, ça dépend comment la société va réagir, mais en tout cas on sera plus exposé à des insectes qui peuvent transmettre la malaria, notamment dans les zones endémiques. Le risque de dengue va aussi, ou d'exposition à la maladie va aussi croître, et y compris en Europe. C'est le cas aussi pour la maladie de Lyme ou la schistosome, notamment en Afrique de l'Est. Il y a d'autres voies par lesquelles notre santé pourra être affectée, et je voudrais juste citer quelque chose qui est moins facile à quantifier directement et qui est l'accroissement des vulnérabilités face à un ensemble de facteurs et tout ce qui peut se passer si on fragilise nos sociétés, et notamment, par exemple, si la disponibilité alimentaire est réduite. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Valérie Masson-Delmotte, mais d'ores et déjà, le changement climatique a une influence sur la production agricole. Vous avez ici la diminution de la production agricole dans la période actuelle par rapport aux années 1960.
avec des couleurs rouge foncé qui correspondent à la diminution la plus nette. Et donc, cette diminution est bien réelle. Et vous retrouvez bien sûr la situation qui est que ce sont dans les pays qui sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre par individu que les impacts sont le plus importants. Alors, l'estimation, si on somme les quelques paramètres pour lesquels et les quelques mécanismes d'action du changement climatique pour lesquels on sait estimer les impacts sur la santé, à l'heure actuelle, l'estimation est de l'ordre de 250 000 décès qui pourraient être attendus en excès par rapport à la situation actuelle au milieu de notre siècle, du fait de ces voies que sont la température et notamment la sous-nutrition. Ça ne prend en compte qu'une partie des voies, celles pour lesquelles on arrive à quantifier les phénomènes, et il y a beaucoup d'incertitudes, à tel point d'ailleurs que vous voyez, il n'y a pas d'intervalle de confiance. Les incertitudes ne sont pas quantifiées et il est très clair que le plus probable est que ça représente qu'une toute petite fraction de l'impact possible du changement climatique sous l'hypothèse d'une absence de contrôle des émissions de gaz à effet de serre par nos sociétés. Je voudrais évoquer très rapidement la question de l'adaptation sous l'angle de la santé. L'adaptation au climat, c'est quelque chose en fait que nos sociétés ont toujours fait, qui est le travail des urbanistes, des architectes, peut-être un certain nombre d'entre vous qui ont avec le temps réussi à créer des lieux de vie et des villes plus adaptés, mieux adaptés aux aléas climatiques. Du point de vue de la santé, la manifestation de cette adaptation, elle est assez frappante sur ces données new-yorkaises qui s'appuient sur des données extrêmement intéressantes qui ne sont pas disponibles sur l'échelle de la planète, mais qui, à l'échelle de New York, permettent d'estimer l'impact d'une température donnée sur la mortalité depuis le début du XXe siècle. On n'a pas ça en France, mais comme vous le voyez, on a la courbe tout en haut qui est l'effet des températures chaudes sur le risque relatif de mortalité. La courbe la plus haute, c'est la situation dans la décennie 1900-1909. Et la courbe la plus basse en rouge, c'est la décennie 2000. Et vous observez que si vous placez à une température donnée, par exemple 31 degrés, le risque de mortalité, une journée où il fait 31 degrés, était beaucoup plus nettement accru vers 1905 qu'il n'était vers 2005. Vous aviez une augmentation d'environ 150% vers 1900, quand elle n'était probablement que de l'ordre de 20% un siècle plus tard. Alors ça, ce n'est pas l'effet d'une évolution génétique de la population new-yorkaise, mais une évolution de notre mode de vie et de nos lieux de vie, très clairement aussi, et dans des fractions qui ne sont pas quantifiables, de notre système de santé, de notre aptitude à prendre en compte les pathologies. Il est probable que ce soit aussi, pour une partie, l'effet, bien sûr, de la climatisation de nos milieux. Sauf que dans le cas de New York et des États-Unis en général, cette climatisation, elle s'est accompagnée probablement, selon le mode de production de l'électricité, de fortes émissions de gaz à effet de serre, aussi d'émissions de gaz nocifs pour la couche d'ozone comme les chlorofluorocarbones qui pour une partie ont été éliminés dans la Convention de Montréal, mais pas tous. Et dans la mesure où il s'agit, dans certains cas, de dispositifs de climatisation individuels et de systèmes qui vont rejeter la chaleur à l'extérieur, d'une augmentation des îlots de chaleur et probablement des inégalités sociales et territoriales d'exposition aux températures extrêmes. Donc c'est clairement pas un mode de développement et d'adaptation qui est soutenable, et tout l'enjeu est d'identifier des modes d'adaptation aux aléas climatiques qui n'accroissent pas les inégalités et qui nous permettent de respecter la trajectoire de l'accord de Paris. Je voudrais terminer en discutant, alors ici très rapidement, quelques données françaises sur lesquelles, en s'appuyant sur le registre de l'INSERM, sur les causes médicales de décès, on s'est posé la question de l'existence d'une telle adaptation aux effets de la température en France.
on n'a peut-être pas une puissance spectaculaire, mais vous voyez que si on compare en gros les années 70 aux années 80, il y a une certaine tendance à la courbe à s'aplatir, c'est-à-dire que l'effet d'une température donnée semble un petit peu plus faible du point de vue de la mortalité, tendance qui ne se maintenait pas dans la décennie suivante, au début du XXIe siècle. Mais je serai prudent sur l'interprétation parce qu'on n'est pas dans une situation de puissance statistique énorme, même si ça s'appuie sur l'ensemble des décès en France depuis la fin des années 60. Alors, pour terminer la question de l'atténuation, et je dirais un autre message qui, d'une certaine façon, est positif. Cette atténuation, elle consiste à essayer d'emprunter de ces courbes, et si possible, celle qui est la plus proche de la trajectoire correspondant à environ 1,5 degré. On vient d'entendre que, même si la situation est très hétérogène sur la planète, globalement, on n'est pas sur la trajectoire la plus favorable à l'heure actuelle. Si on cherche des explications aux difficultés de nos sociétés à réagir, d'un point de vue très général et absolument pas exhaustif, il est probable que, d'une part, certains des pays, des individus dans ces pays ne reconnaissent pas l'importance ou l'impact de ce changement climatique. D'autres souffrent de ce qu'on appelle la préférence pour le climat, c'est-à-dire ont du mal à s'engager pour des actions dont ils perçoivent que les bénéfices risquent de se manifester qu'à l'échelle d'une décennie ou plusieurs, ce qui est au-delà du mandat du politique moyen. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a parfois le sentiment que tant que l'ensemble de la planète n'aura pas fortement réduit, ne se sera pas engagé sur la voie d'une neutralité carbone, les efforts que chaque pays va faire peuvent être limités. Le phénomène du passager clandestin. J'aimerais vous convaincre que prendre en compte la santé peut nous permettre de lever certains de ces obstacles liés à la préférence pour le présent, à la sous-estimation des impacts ou au passager clandestin. Pourquoi ? Tout simplement parce que les efforts de décarbonation vont porter sur des secteurs qui sont tous très fortement liés à notre santé. En France, les principaux secteurs d'émissions, c'est les transports. Or, les transports sont liés aux émissions de particules fines, qui tuent en France de l'ordre de 40 000 personnes chaque année. Ils sont fortement liés à notre activité physique. Si on va travailler en traversant Paris, notre activité physique et notre risque de maladie cardio-métabolique ne va pas du tout être le même si on fait le trajet à vélo ou assis dans un véhicule. C'est l'agriculture qui est bien sûr liée à notre alimentation, qui est un déterminant absolument majeur de la santé. C'est lié aux bâtiments qui sont liés à notre exposition à la température, à certains polluants de l'air intérieur et extérieur, à la production d'énergie et à l'industrie qui sont aussi associés à des paramètres associés à notre santé. Donc, en décarbonant ces secteurs, en les restructurant, on va influencer notre santé. Et tout l'enjeu est qu'on le fasse dans le sens positif, en améliorant la santé publique et en réduisant les inégalités, plutôt qu'en ayant une influence négative sur la santé ou en accroissant les inégalités. Par ailleurs, ces co-bénéfices sanitaires, s'ils sont visibles, ils peuvent être un facteur de motivation pour des actions fortes d'atténuation, dans la mesure où leur horizon temporel est beaucoup plus court que certains des bénéfices climatiques. C'est lié au fait que, contrairement au CO2 qui a une demi-vie dans l'atmosphère de plusieurs décennies ou centaines d'années, les particules fines, par exemple, qui sont un des mécanismes par lesquels on va avoir des co-bénéfices forts, elles n'ont une demi-vie que de quelques jours. Donc si une ville diminue fortement ses émissions de particules fines, eh bien, au bout de quelques jours, les niveaux atmosphériques vont s'en ressentir et dans les mois et années suivantes, la santé va s'améliorer avec moins de maladies cardiovasculaires et respiratoires notamment, ou de certaines issues de grossesse défavorables. Les premières estimations qu'on a sur les co-bénéfices sanitaires de ces scénarios d'atténuation nous indiquent que le bénéfice est vraiment colossal. Vous voyez ici une estimation sur simplement 3 voies
et qui concerne uniquement les stratégies d'atténuation concernant le transport, l'énergie et l'alimentation, dans 9 pays qui représentent environ la moitié de la population mondiale. Vous voyez que si on va vers une alimentation plus proche de la neutralité carbone, vers des secteurs de transport de l'énergie et de l'agriculture neutres en carbone qui vont émettre moins de particules fines, vers plus de transports actifs, à chaque fois, c'est probablement de l'ordre de plusieurs millions de décès qui peuvent être évités sur cette population qui représente, je le répète, environ la moitié du globe. Voilà. Pour conclure, l'enjeu est de transformer la menace du changement climatique en une opportunité pour notre santé. Comme vous le voyez, on a identifié un certain nombre de mécanismes par lesquels le changement climatique va influencer notre santé. On a, pour certaines de ces voies, une quantification des impacts avec beaucoup d'incertitudes. L'atténuation au changement climatique est une opportunité pour la santé publique, dans la mesure où on va s'attaquer à des secteurs qui sont tous liés à notre santé et où, dans la plupart de ces secteurs, il est très probable qu'il y ait des scénarios pauvres en d'émissions de gaz à effet de serre avec des co-bénéfices. Et tout l'enjeu est d'identifier dans chacun des secteurs les scénarios net zéro qui optimisent ces co-bénéfices sanitaires et la réduction des inégalités. Ces co-bénéfices vont se manifester localement, même si les autres pays de la planète n'agissent pas. Si vous créez une ville sans voiture thermique, vous aurez plein de co-bénéfices, même si les villes voisines continuent comme avant. Ces co-bénéfices vont se manifester à plus court terme et ne sont pas conditionnés par l'action du reste de la planète. Donc c'est potentiellement un vecteur très important pour motiver et engager nos sociétés vers ces stratégies d'atténuation. Donc il est vraiment temps de faire rentrer la santé dans l'équation et dans la réflexion sur ces stratégies de décarbonation. On a ignoré la santé quand on a embrassé les énergies fossiles. Ce serait une erreur de continuer à l'ignorer quand on va chercher à s'en défaire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous gardez toutes vos questions pour les présentations du Lab Recherche Environnement. Ah, il y en a une là. Et présentez-vous avant de poser votre question. Merci. Bonjour, Sébastien Saint-Jean, enseignant-chercheur à GoParisTech. Vous avez montré des résultats d'épidémiologie reliés à la température. Je me demandais comment on décorrélait justement par rapport aux questions de qualité de l'air qui doivent sûrement être très liées aussi dans les grandes villes, en particulier à New York. Alors, c'est peut-être utile peut-être de décorréler, je ne sais pas. Exactement. Merci pour votre réponse. C'est-à-dire que si on veut décorréler, l'approche des séries temporelles permet de le faire. C'est-à-dire que de même qu'on mesure la température jour après jour, on mesure la qualité de l'air jour après jour. Et donc, on pourrait très bien faire entrer la qualité de l'air dans le modèle de régression qui lie température et mortalité. Ce n'est pas ce qui est fait parce qu'on considère que les variations journalières de la pollution sont liées au climat. Elles ne sont pas liées à des variations du trafic routier ou du chauffage. Alors, le chauffage, si, sur le long terme, mais on corrige les effets, toutes les tendances à moyen et long terme sont lissées dans ces modèles par un terme. Donc, c'est uniquement les effets à court terme qu'on voit. Et donc, les variations de la température journalière, on va considérer que c'est potentiellement une conséquence, les variations de la pollution journalière, c'est une conséquence de la température. Donc, le choix est fait de ne pas les prendre en compte. Par contre, quand on s'intéresse aux modélisations des effets de la pollution sur la mortalité au jour le jour, là, on ajuste sur la température parce qu'on considère que la température est un agent causal. Donc, il y a toute une réflexion en épidémiologie sur ces modèles causaux, mais on considère qu'un facteur qui est en aval du facteur qu'on étudie, c'est plutôt une voie d'action, et donc on l'ajuste pas. Enfin, ça a été fait dans certains cas, et en gros, de toute façon, l'essentiel de ce que vous voyez là, probablement ne passe pas par la température, par les particules fines ou l'ozone, même si sur l'ozone, sur l'été, il faudrait regarder dans le détail. Il y a quelques études dans lesquelles il y a une modélisation conjointe des deux paramètres, et il y a des éléments qui indiquent que notamment l'effet de la température est
potentiellement accrue quand on a des niveaux élevés de certains polluants comme l'ozone. Donc il y a des enjeux de synergie qui peuvent être étudiés en revanche. J'ai juste un... Ah, Erwan, vas-y. Présente-toi. Erwan Persson, AgroParisTech aussi. J'ai une question sur l'aplatissement du U qui, vous dites, est lié à la fois à l'air conditionné, en tout cas au fait qu'il y ait des bâtiments plus frais en situation d'épisode de canicule, et au système de santé. Est-ce que vous avez une idée de la part des deux ? Ou c'est pas facile à dire si c'est... Non, moi ce que j'ai décrit, c'était vraiment une hypothèse parce qu'à ma connaissance, ça n'a pas été étudié parce que là, pour le coup, tout ça varie en même temps. Modéliser le système de santé, c'est compliqué. Donc c'est clair que voilà, on met des défibrillateurs partout, on sait mieux traiter un infarctus et on en sauve davantage. Donc le système de santé joue. Être moins exposé à la température, pouvoir se rafraîchir, c'est essentiel dans une journée caniculaire. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de quantification des parts respectives de ces différents paramètres. Bonjour, Franck Rogez, Vinci Construction Grand Projet. Moi, je voulais revenir sur une des slides sur les co-bénéfices que vous avez mentionnés sur la partie, sur ces études, sur ces estimations qui ont été faites pour 9 pays, où on voit qu'on pourrait sauver 5 millions de vies sur la partie régime alimentaire. Est-ce que c'est finalement... ça a l'air d'être beaucoup plus fort que les autres piliers. Et finalement, moi, je pense que, par exemple, sur la partie... aujourd'hui, d'essayer de manger de la viande rouge tous les jours, c'est pas forcément bon pour la santé, mais c'est non plus pas forcément très bon pour le climat. Et donc, est-ce que là-dessus, il y a un message à faire passer au niveau de, je dirais, des décisions publiques ou d'une orientation de ce qui pourrait se faire en agriculture ? Alors, tout à fait, effectivement, manger de la viande rouge régulièrement, manger des aliments ultra transformés, manger des aliments riches en graisses saturées, c'est mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour le climat parce que le coût carbone de production d'une protéine animale est beaucoup plus important que le coût carbone de production d'une protéine végétale. Donc, c'est majeur. Et vous l'avez bien noté, en tout cas sur ces 9 pays, c'est très clairement un des réservoirs de décès évités qui est colossal. Et dans un pays comme la France, où comparé à l'Inde ou dans une moindre mesure à la Chine, on a des niveaux de pollution atmosphérique plus faibles, très clairement, les régimes alimentaires et dans une certaine mesure aussi l'inactivité physique, c'est probablement des réservoirs très importants. Donc tout l'enjeu est que les recommandations alimentaires, elles intègrent potentiellement les considérations d'émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, la situation favorable qu'on a dans le domaine alimentaire, c'est que les régimes bons pour la santé sont très schématiquement, globalement, des régimes assez pauvres en carbone. Donc c'est déjà en partie le cas, sauf que la pyramide alimentaire publiée par l'ANSES et Santé publique France, je pense que c'est pas que personne la connaît, mais enfin il y a peu de moyens pour la mettre en œuvre. On se rend compte que même quelque chose d'aussi élémentaire que le Nutri-Score, on n'arrive même pas à le rendre obligatoire, c'est juste de l'information, c'est juste de l'étiquetage, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Donc on n'est même pas à avoir un carboscore sur l'alimentation. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment la transformation des systèmes de production agricole et de nos régimes alimentaires. Voilà, c'est tout l'enjeu de transformation de nos sociétés. Et on voit bien les difficultés des gouvernements pour s'attaquer de front à ce problème. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Mais présentez-vous, on va vous donner le micro. On va vous donner un micro. Oui. Merci. Jean-François Janin, territoire en transformation dans les transitions. Une question de compréhension. Vous avez mentionné 9 pays. Comment ont-ils été choisis ou qui est-ce qui a participé à cette... Et est-ce que la Chine a participé ? Est-ce que là... Oui, donc c'est une étude qui a été faite un petit peu rapidement après l'accord de Paris, l'étude de Hamilton que j'ai montrée. Il parle de 9 pays représentatifs, je crois qu'il voulait simplement 9 gros pays, ça couvre 4 des 5 continents.
dont la Chine, les USA, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc il y a des résultats par pays si ça vous intéresse, mais je n'ai pas eu le temps de les détailler. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut à nouveau applaudir le professeur Slama. Alors, la particularité de cette université, c'est qu'on a bien pris le temps de vous poser la problématique, de vous montrer tous ces enjeux à travers ces interventions. On va faire une petite pause, on vous donne 15 minutes pour vous recharger en glucose, en caféine, tout ce que vous voulez. La pause, c'est juste à côté. Par contre, on se retrouve vraiment dans 15 minutes précises pour parler des solutions, les solutions qui sont développées dans le cadre du Lab Recherche Environnement, avec vraiment la première présentation, donc arrivée vraiment à l'heure, sur la modélisation de l'îlot de chaleur. C'est vraiment quelque chose qu'on traite depuis de nombreuses années et qui fait, je trouve, la particularité, c'est une particularité forte de nos recherches. Donc à tout de suite. Ça veut dire qu'on se retrouve un tout petit peu avant 11h.